Germinal, 4e partie, chapitre 4. Ce fut au Bon Joyeux, chez la veuve Désir, qu'on organisa la réunion privée, pour le jeudi, à 2h. La veuve, outrée des misères qu'on faisait à ses enfants, les charbonniers, ne décolérait plus, depuis surtout que son cabaret se vidait. Jamais Grève n'avait eu moins soif. Les soulards s'enfermaient chez eux, par crainte de désobéir au mot d'ordre de sagesse. Aussi Montsou, qui grouillait de monde les jours de Ducasse, allongeait-il sa large rue, muette et morne, d'un air de désolation. Plus de bière coulant des comptoirs et des ventres, les ruisseaux étaient secs. Sur le pavé, au débit Casimir et à l'estaminet du Progrès, on ne voyait que les faces pâles des cabaretières interrogeant la route. Puis, dans Montsou même, toute la ligne s'étendait déserte, de l'estaminet L'Enfant à l'estaminet Tison, en passant par l'estaminet Piquette et le débit de la Tête Coupée. Seul l'estaminet Saint-Éloi, que des porions fréquentaient, versait encore quelques chopes. Et la solitude gagnait jusqu'au volcan, dont les dames chômaient, faute d'amateurs, bien qu'elles eussent baissé leur prix de 10 sous à 5 sous, vu la rigueur des temps. C'était un vrai deuil qui crevait le cœur du pays entier. « Nom de Dieu !» s'était écriée la veuve Désir en tapant des deux mains sur ses cuisses. « C'est la faute aux gendarmes, qu'ils me foutent en prison s'ils le veulent, mais il faut que je les embête. » Pour elle, toutes les autorités, tous les patrons, c'étaient des gendarmes, un terme de mépris général dans lequel elle enveloppait les ennemis du peuple. Et elle avait accueilli avec transport la demande d'Étienne. Sa maison entière appartenait aux mineurs. Elle prêterait gratuitement la salle de bal, elle lancerait elle-même les invitations, puisque la loi l'exigeait. D'ailleurs, tant mieux si la loi n'était pas contente, on verrait sa gueule. Dès le lendemain, le jeune homme lui apporta à signer une 50aine de lettres qu'il avait fait copier par les voisins du coron sachant écrire. Et l'on envoya ces lettres, dans les fosses, aux délégués et à des hommes dont on était sûr. L'ordre du jour, avoué, était de discuter la continuation de la grève. Mais, en réalité, on attendait Pluchart. On comptait sur un discours de lui pour enlever l'adhésion en masse à l'Internationale. Le jeudi matin, Étienne fut pris d'inquiétude en ne voyant pas arriver son ancien contremaître, qui avait promis par dépêche d'être là le mercredi soir. Que se passait-il donc? Il était désolé de ne pouvoir s'entendre avec lui avant la réunion. Dès 9h, il se rendit à Montsou dans l'idée que le mécanicien y était peut-être allé tout droit, sans s'arrêter au Voreux. « Non, je n'ai pas vu votre ami, » répondit la veuve Désir. « Mais tout est prêt, venez donc voir. » Elle le conduisit dans la salle de bal. La décoration en était restée la même, des guirlandes qui soutenaient au plafond une couronne de fleurs en papier peint et des écussons de carton doré alignant des noms de saints et de saintes le long des murs. Seulement, on avait remplacé la tribune des musiciens par une table et 3 chaises dans un angle, et, rangés de biais, des bancs garnissaient la salle. « C'est parfait, » déclara Étienne. « Et vous savez, » reprit la veuve, « vous êtes chez vous. Gueulez tant que ça vous plaira. Faudra que les gendarmes me passent sur le corps s'ils viennent. » Malgré son inquiétude, il ne put s'empêcher de sourire en la regardant, tellement elle lui parut vaste, avec une paire de seins dont un seul réclamait d'un homme pour être embrassé. Ce qui faisait dire que maintenant, sur les 6 galants de la semaine, elle en prenait 2 chaque soir à cause de la besogne. Mais Étienne s'étonna de voir entrer Rasseneur et Souvarine. Et comme la veuve les laissait tous 3 dans la grande salle vide, il s'écria « Tiens, c'est déjà vous ?» Souvarine,
qui avait travaillé la nuit au Voreux, les machines n'étant pas en grève, venait simplement par curiosité. Quant à Rasseneur, il semblait gêné depuis 2 jours. Sa grasse figure ronde avait perdu son rire débonnaire. « Pluchart n'est pas arrivé, je suis très inquiet », ajouta Étienne. Le cabaretier détourna les yeux et répondit entre ses dents « Ça ne m'étonne pas, je ne l'attends plus. »« Comment ?» Alors il se décida. Il regarda l'autre en face et, d'un air brave, « C'est que moi aussi je lui ai envoyé une lettre, si tu veux que je te le dise. Et dans cette lettre, je l'ai supplié de ne pas venir. Oui, je trouve que nous devons faire nos affaires nous-mêmes, sans nous adresser aux étrangers. » Étienne, hors de lui, tremblant de colère, les yeux dans les yeux du camarade, répétait en bégayant « Tu as fait ça? Tu as fait ça? » « J'ai fait ça, parfaitement. Et tu sais pourtant, si j'ai confiance en Pluchart, c'est un malin et un solide, on peut marcher avec lui. Mais vois-tu, je me fous de vos idées, moi. La politique, le gouvernement, tout ça je m'en fous. Ce que je désire, c'est que le mineur soit mieux traité. J'ai travaillé au fond pendant 20 ans. J'y ai sué tellement de misère et de fatigue que je me suis juré d'obtenir des douceurs pour les pauvres bougres qui y sont encore. Et je le sens bien, vous n'obtiendrez rien du tout avec vos histoires. Vous allez rendre le sort de l'ouvrier encore plus misérable. Quand il sera forcé par la faim de redescendre, on le salera davantage. La compagnie le paiera à coups de trique, comme un chien échappé qu'on fait rentrer à la niche. Voilà ce que je veux empêcher, entends-tu? Il haussait la voix, le ventre en avant, planté carrément sur ses grosses jambes. Et toute sa nature d'homme raisonnable et patient se confessait en phrases claires qui coulaient abondantes sans effort. Est-ce que ce n'était pas stupide de croire qu'on pouvait d'un coup changer le monde, mettre les ouvriers à la place des patrons, partager l'argent comme on partage une pomme? Il faudrait des 1000 ans et des 1000 ans pour que ça se réalisât peut-être. Alors qu'on lui fiche à la paix avec les miracles. Le parti le plus sage, quand on ne voulait pas se casser le nez, c'était de marcher droit, d'exiger les réformes possibles, d'améliorer enfin le sort des travailleurs dans toutes les occasions. Ainsi, lui se faisait fort, s'il s'en occupait, d'amener la compagnie à des conditions meilleures. Au lieu que, va te faire fiche, on y crèverait tous en s'obstinant. Étienne l'avait laissé parler, la parole coupée par l'indignation. Puis il cria « Nom de Dieu, tu n'as donc pas de sang dans les veines !» Un instant, il l'aurait giflé. Et pour résister à la tentation, il se lança dans la grande salle à grands pas. Il soulagea sa fureur sur les bancs, au travers desquels il s'ouvrait un passage. « Fermez la porte au moins !» fit remarquer Souvarine. « On n'a pas besoin d'entendre. » Après être allé lui-même la fermer, il s'assit tranquillement sur une des chaises du bureau. Il avait roulé une cigarette, il regardait les 2 autres de son œil doux et fin, les lèvres pincées d'un mince sourire. « Quand tu te fâcheras, ça n'avance à rien, » reprit judicieusement Rasseneur. « Moi, j'ai cru d'abord que tu avais du bon sens. C'était très bien de recommander le calme aux camarades, de les forcer à ne pas remuer de chez eux, d'user de ton pouvoir, enfin, pour le maintien de l'ordre. Et maintenant, voilà que tu vas les jeter dans le gâchis. » À chacune de ses courses au milieu des bancs, Étienne revenait vers le cabaretier, le saisissait par les épaules, le secouait en lui criant ses réponses dans la face. « Mais tonnerre de Dieu, je veux bien être calme. Oui, je leur ai imposé une discipline. Oui, je leur conseille encore de ne pas bouger. Seulement, il ne faut pas qu'on se foute de nous à la fin. Tu es heureux de rester froid. Moi, il y a des heures où je sens ma tête qui déménage. » C'était de son côté une confession. Il se raillait de ses illusions de néophyte,
de son rêve religieux d'une cité où la justice allait régner bientôt entre les hommes devenus frères. Un bon moyen, vraiment, se croiser les bras et attendre si l'on voulait voir les hommes se manger entre eux jusqu'à la fin du monde, comme des loups. Non, il fallait s'en mêler. Autrement, l'injustice serait éternelle. Toujours les riches suceraient le sang des pauvres. Aussi ne se pardonnait-il pas la bêtise d'avoir dit autrefois qu'on devait bannir la politique de la question sociale. Il ne savait rien alors. Et depuis, il avait lu, il avait étudié. Maintenant, ses idées étaient mûres, il se vantait d'avoir un système. Pourtant, il l'expliquait mal, en phrases dont la confusion gardait un peu de toutes les théories traversées et successivement abandonnées. Au sommet, restait debout l'idée de Karl Marx. Le capital était le résultat de la spoliation. Le travail avait le devoir et le droit de reconquérir cette richesse volée. Dans la pratique, il s'était d'abord, avec Proudhon, laissé prendre par la chimère du crédit mutuel, d'une vaste banque d'échanges qui supprimait les intermédiaires. Puis les sociétés coopératives de la Salle, dotées par l'État, transformant peu à peu la terre en une seule ville industrielle, l'avaient passionné, jusqu'au jour où le dégoût lui en était venu, devant la difficulté du contrôle. Et il en arrivait depuis peu au collectivisme. Il demandait que tous les instruments du travail fussent rendus à la collectivité. Mais cela demeurait vague. Il ne savait comment réaliser ce nouveau rêve, empêché encore par les scrupules de sa sensibilité et de sa raison, n'osant risquer les affirmations absolues des sectaires. Il en était simplement à dire qu'il s'agissait de s'emparer du gouvernement avant tout. Ensuite, on verrait. « Mais qu'est-ce qu'il te prend? Pourquoi passes-tu aux bourgeois ?» continuait-il avec violence en revenant se planter devant le cabaretier. « Toi-même, tu le disais, il faut que ça pète !» Rasseneur rougit légèrement. « Oui, je l'ai dit, et si ça pète, tu verras que je ne suis pas plus lâche qu'un autre. Seulement, je refuse d'être avec ceux qui augmentent le gâchis pour y pêcher une position. » À son tour, Étienne fut pris de rougeur. Les deux hommes ne crièrent plus, devenus aigres et mauvais, gagnés par le froid de leur rivalité. C'était, au fond, ce qui outrait les systèmes, jetant l'un à une exagération révolutionnaire, poussant l'autre à une affectation de prudence, les emportant malgré eux au-delà de leurs idées vraies, dans ces fatalités des rôles qu'on ne choisit pas soi-même. Et Souvarine, qui les écoutait, laissa voir sur son visage de fille blonde un mépris silencieux, l'écrasant mépris de l'homme prêt à donner sa vie, obscurément, sans même en tirer l'éclat du martyr. « Alors, c'est pour moi que tu dis ça ?» demanda Étienne. « Tu es jaloux ?»« Jaloux de quoi ?» répondit Rasseneur. « Je ne me pose pas en grand homme, je ne cherche pas à créer une section à Montsou pour en devenir le secrétaire. » L'autre voulut l'interrompre, mais il ajouta « Sois donc franc, tu te fiches de l'Internationale, tu brûles seulement d'être à notre tête, de faire le monsieur en correspondant avec le fameux Conseil fédéral du Nord. » Un silence régna. Étienne, frémissant, reprit. « C'est bon, je croyais n'avoir rien à me reprocher. Toujours je te consultais, car je savais que tu avais combattu ici, longtemps avant moi. Mais puisque tu ne peux souffrir personne à ton côté, j'agirai désormais tout seul. Et d'abord, je t'avertis que la réunion aura lieu, même si Pluchart ne vient pas, et que les camarades adhéreront malgré toi. »« Oh, adhérer !» murmura le cabaretier. « Ce n'est pas fait. Il faudra les décider à payer la cotisation. »« Nullement. L'Internationale accorde du temps aux ouvriers en grève. Nous paierons plus tard.
et c'est elle qui tout de suite viendra à notre secours. » Rasseneur, du coup, s'emporta. « Eh bien, nous allons voir. J'en suis de ta réunion, et je parlerai. Oui, je ne te laisserai pas tourner la tête aux amis. Je les éclairerai sur leurs intérêts véritables. Nous saurons lequel ils entendent suivre. De moi, qu'ils connaissent depuis 30 ans, ou de toi, qui a tout bouleversé chez nous en moins d'une année. Non, non, fous-moi la paix. C'est maintenant à qui écrasera l'autre. » Et il sortit en faisant claquer la porte. Les guirlandes de fleurs tremblèrent au plafond. Les écussons dorés sautèrent contre les murs. Puis, la grande salle retomba à sa paix lourde. Souvarine fumait de son air doux, assis devant la table. Après avoir marché un instant en silence, Étienne se soulageait longuement. Était-ce sa faute si on lâchait ce gros fainéant pour venir à lui? Et il se défendait d'avoir recherché la popularité. Il ne savait pas même comment tout cela s'était fait. La bonne amitié du coron, la confiance des mineurs, le pouvoir qu'il avait sur eux à cette heure. Il s'indignait qu'on l'accusât de vouloir pousser au gâchis par ambition. Il tapait sur sa poitrine en protestant de sa fraternité. Brusquement, il s'arrêta devant Souvarine, il cria « Vois-tu, si je savais coûter une goutte de sang à un ami, je filerais tout de suite en Amérique. » Le machineur haussa les épaules et un sourire amincit de nouveau ses lèvres. « Oh, du sang !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que ça fait? La terre en a besoin. » Étienne, se calmant, prit une chaise et s'accouda de l'autre côté de la table. Cette face blonde, dont les yeux rêveurs s'ensauvageaient parfois d'une clarté rouge, l'inquiétait, exerçait sur sa volonté une action singulière. Sans que le camarade parlât, conquis par ce silence même, il se sentait absorbé peu à peu. « Voyons, » demanda-t-il, « que ferais-tu à ma place? N'ai-je pas raison de vouloir agir? Le mieux, n'est-ce pas, est de nous mettre de cette association. » Souvarine, après avoir soufflé lentement un jet de fumée, répondit par son mot favori. « Oui, des bêtises, mais en attendant, c'est toujours ça. D'ailleurs, leur international va marcher bientôt, il s'en occupe. »« Qui donc ?»« Lui !» Il avait prononcé ce mot à demi-voix, d'un air de ferveur religieuse, en jetant un regard vers l'Orient. C'était du maître qu'il parlait, de Bakounine l'exterminateur. « Lui seul peut donner le coup de massue, » continua-t-il, « tandis que le thé savant sont des lâches avec leur évolution. Avant 3 ans, l'international, sous ses ordres, doit écraser le vieux monde. » Étienne tendait les oreilles, très attentif. Il brûlait de s'instruire, de comprendre ce culte de la destruction, sur lequel le machineur ne lâchait que de rares paroles obscures, comme s'il eût gardé pour lui les mystères. « Mais enfin, explique-moi, quel est votre but? »« Tout détruire. Plus de nation, plus de gouvernement, plus de propriété, plus de Dieu, ni de culte. » « J'entends bien, seulement à quoi ça vous mène-t-il? » ?»« À la commune primitive et sans forme, à un monde nouveau, au recommencement de tout. » « Et les moyens d'exécution, comment comptez-vous vous y prendre? » « Par le feu, par le poison, par le poignard. Le brigand est le vrai héros, le vengeur populaire, le révolutionnaire en action, sans phrases puisées dans les livres. Il faut qu'une série d'effroyables attentats épouvante les puissants et réveille le peuple. » En parlant, Souvarine devenait terrible. Une extase le soulevait sur sa chaise. Une flamme mystique sortait de ses yeux pâles, et ses mains délicates étreignaient le bord de la table à la briser. Saisi de peur, l'autre le regardait.
songeait aux histoires dont il avait reçu la vague confidence, des mines chargées sous les palais du tsar, des chefs de la police abattus à coups de couteau, ainsi que des sangliers. Une maîtresse à lui, la seule femme qu'il eût aimée, pendue à Moscou, un matin de pluie, pendant que, dans la foule, il la baisait les yeux une dernière fois. « Oh non !» murmura Étienne, avec un grand geste qui écartait ces abominables visions. « Nous n'en sommes pas encore là, chez nous. L'assassinat, l'incendie, jamais. C'est monstrueux, c'est injuste. Tous les camarades se lèveraient pour étrangler le coupable. » Et puis, il ne comprenait toujours pas. Sa race se refusait au rêve sombre de cette extermination du monde, fauchée comme un champ de seigle à ras de terre. Ensuite, que ferait-on? Comment repousseraient les peuples? Il exigeait une réponse. « Dis-moi ton programme, nous voulons savoir où nous allons, nous autres. » Alors, Souvarine conclut paisiblement, avec son regard noyé et perdu, « Tous les raisonnements sur l'avenir sont criminels, parce qu'ils empêchent la destruction pure et entravent la marche de la révolution. » Cela fit rire Étienne, malgré le froid que la réponse lui avait soufflé sur la chair. Du reste, il confessait volontiers qu'il y avait du bon dans ses idées, dont l'effrayante simplicité l'attirait. Seulement, ce serait donner la partie trop belle à Rasseneur, si l'on en comptait de pareils aux camarades. Il s'agissait d'être pratique. La veuve Désir leur proposa de déjeuner. Ils acceptèrent, ils passèrent dans la salle du cabaret qu'une cloison mobile séparait du bal pendant la semaine. Lorsqu'ils eurent fini leur omelette et leur fromage, le machineur voulut partir, et comme l'autre le retenait, « À quoi bon, pour vous entendre dire des bêtises inutiles, j'en ai assez vu. Bonsoir. » Il s'en alla, de son air doux et obstiné, une cigarette aux lèvres. L'inquiétude d'Étienne croissait. Il était une heure, décidément, Pluchart lui manquait de parole. Vers 1h30, les délégués commencèrent à paraître, et il dut les recevoir, car il désirait veiller aux entrées, de peur que la compagnie n'envoyât ses mouchards habituels. Il examinait chaque lettre d'invitation, dévisageait les gens. Beaucoup d'ailleurs pénétraient sans lettres, il suffisait qu'il les connût pour qu'on leur ouvrît la porte. Comme 2 heures sonnaient, il vit arriver Rasseneur, qui acheva sa pipe devant le comptoir, en causant, sans hâte. Ce calme goguenard acheva de l'énerver, d'autant plus que des farceurs étaient venus, simplement pour la rigolade. Zacharie, Mouquet, d'autres encore. Ceux-là se fichaient de la grève, trouvaient drôle de ne rien faire. Et, attablés, dépensant leurs derniers sous à une chope, ils ricanaient, ils blaguaient les camarades, les convaincus qui allaient avaler leur langue d'embêtement. Un nouveau quart d'heure s'écoula. On s'impatientait dans la salle. Alors, Étienne, désespéré, eut un geste de résolution. Et il se décidait à entrer, quand la veuve Désir, qui allongeait la tête au dehors, s'écria « Mais le voilà, votre monsieur !» C'était Pluchart, en effet. Il arrivait en voiture, traîné par un cheval poussif. Tout de suite, il sauta sur le pavé, mince, belâtre, la tête carrée et trop grosse, ayant sous sa redingote de drap noir l'endimanchement d'un ouvrier cossu. Depuis 5 ans, il n'avait plus donné un coup de lime. Et il se soignait, se peignait surtout avec correction, vaniteux de ses succès de tribune. Mais il gardait des raideurs de membres. Les ongles de ses mains larges ne repoussaient pas, mangés par le fer. Très actif, il servait son ambition en battant la province sans relâche pour le placement de ses idées. « Ah, ne m'en veuillez pas !» dit-il, devançant les questions et les reproches. « Hier, conférence à Preuilly le matin, réunion le soir à Valençay.
Aujourd'hui, déjeuner à Marchienne avec Sauvagnat. Enfin, j'ai pu prendre une voiture. Je suis exténué. Vous entendez ma voix? Mais ça ne fait rien, je parlerai tout de même. Il était sur le seuil du Bon Joyeux lorsqu'il se ravisa. Sapristi! Et les cartes que j'oublie, nous serions propres. Il revint à la voiture que le cocher remisait, et il tira du coffre une petite caisse de bois noir qu'il emporta sous son bras. Étienne, rayonnant, marchait dans son ombre, tandis que Rasseneur, consterné, n'osait lui tendre la main. L'autre la lui serrait déjà, et il dit à peine un mot rapide de la lettre. Quelle drôle d'idée! Pourquoi ne pas faire cette réunion? On devait toujours faire une réunion quand on le pouvait. La veuve Désir lui offrit de prendre quelque chose, mais il refusa. Inutile, il parlait sans boire. Seulement, il était pressé, parce que le soir, il comptait pousser jusqu'à Joiselle, où il voulait s'entendre avec le Goujeux. Tous, alors, entrèrent en paquet dans la salle de bal. Maheu et Levaque, qui arrivaient en retard, suivirent ces messieurs. Et la porte fut fermée à clé, pour être chez soi. Ce qui fit ricaner plus haut les blagueurs. Zacharie ayant crié à Mouquet qu'ils allaient peut-être bien foutre un enfant à eux tous là-dedans. Une centaine de mineurs attendaient sur les banquettes, dans l'air enfermé de la salle, où les odeurs chaudes du dernier bal remontaient du parquet. Des chuchotements coururent, les têtes se tournèrent, pendant que les nouveaux venus s'asseyaient aux places vides. On regardait le monsieur de Lille. La redingote noire causait une surprise et un malaise. Mais immédiatement, sur la proposition d'Étienne, on consulta le bureau. Il lançait des noms, les autres approuvaient en levant la main. Pluchart fut nommé président. Puis on désigna comme assesseurs Maheu et Étienne lui-même. Il y eut un remuement de chaises, le bureau s'installait. Et l'on chercha un instant le président, disparu derrière la table, sous laquelle il glissait la caisse qu'il n'avait pas lâchée. Quand il reparut, il tapa légèrement du poing pour réclamer l'attention. Ensuite, il commença d'une voix enrouée. « Citoyens !» Une petite porte s'ouvrit, il dut s'interrompre. C'était la veuve Désir qui, faisant le tour par la cuisine, apportait 6 chopes sur un plateau. « Ne vous dérangez pas, » murmura-t-elle. « Lorsqu'on parle, on a soif. » Maheu la débarrassa, et Pluchart put continuer. Il se dit très touché du bon accueil des travailleurs de Montsou. Il s'excusa de son retard, en parlant de sa fatigue et de sa gorge malade. Puis, il donna la parole au citoyen Rasseneur qui la demandait. Déjà, Rasseneur se plantait à côté de la table, près des chopes. Une chaise retournée lui servait de tribune. Il semblait très ému. Il toussa avant de lancer à pleine voix. « Camarades !» Ce qui faisait son influence sur les ouvriers des fosses, c'était la facilité de sa parole, la bonhomie avec laquelle il pouvait leur parler pendant des heures sans jamais se lasser. Il ne risquait aucun geste, restait lourd et souriant, les noyait, les étourdissait, jusqu'à ce que tous criassent « Oh oui, oui, c'est bien vrai, tu as raison !» Pourtant, ce jour-là, dès les premiers mots, il avait senti une opposition sourde. Aussi avançait-il prudemment. Il ne discutait que la continuation de la grève. Il attendait d'être applaudi avant de s'attaquer à l'international. Certes, l'honneur défendait de céder aux exigences de la compagnie. Mais que de misère! Quel avenir terrible s'il fallait s'obstiner longtemps encore! Et sans se prononcer pour la soumission, il amollissait les courages, il montrait les corons mourant de faim, il demandait sur quelles ressources comptaient les partisans de la résistance. 3 ou 4 amis essayèrent de l'approuver, ce qui accentua le silence froid du plus grand nombre. La désapprobation
peu à peu irrités qui accueillaient ses phrases. Alors, désespérant de les reconquérir, la colère l'emporta. Il leur prédit des malheurs s'ils se laissaient tourner la tête par des provocations venues de l'étranger. Les 2/3 s'étaient levés, se fâchaient, voulaient l'empêcher d'en dire davantage, puisqu'il les insultait en les traitant comme des enfants incapables de se conduire. Et lui, buvant coup sur coup les gorgées de bière, parlait quand même au milieu du tumulte, criait violemment qu'il n'était pas né, bien sûr, le gaillard qui l'empêcherait de faire son devoir. Pluchart était debout. Comme il n'avait pas de sonnette, il tapait du poing sur la table. Il répétait de sa voix étranglée « Citoyen! Citoyen !» Enfin, il obtint un peu de calme et la réunion, consultée, retira la parole à Rasseneur. Les délégués qui avaient représenté les fosses dans l'entrevue avec le directeur menaient les autres, tous enragés par la faim, travaillés d'idées nouvelles. C'était un vote réglé à l'avance. « Tu t'en fous, toi! Tu manges !» hurla Levaque en montrant le poing à Rasseneur. Étienne s'était penché derrière le dos du président pour apaiser Maheu, très rouge, mis hors de lui par ce discours d'hypocrite. « Citoyen, » dit Pluchart, « permettez-moi de prendre la parole. » Un silence profond se fit. Il parla. Sa voix sortait, pénible et rauque, mais il s'y était habitué, toujours en course, promenant sa laryngite avec son programme. Peu à peu, il l'enflait et en tirait des effets pathétiques. Les bras ouverts, accompagnant les périodes d'un balancement d'épaules, il avait une éloquence qui tenait du prône, une façon religieuse de laisser tomber la fin des phrases, dont le ronflement monotone finissait par convaincre. Et il plaça son discours sur la grandeur et les bienfaits de l'Internationale, celui qu'il déballait d'abord dans les localités où il débutait. Il en expliqua le but, l'émancipation des travailleurs. Il en montra la structure grandiose, en bas la commune, plus haut la province, plus haut encore la nation, et tout au sommet l'humanité. Ses bras s'agitaient lentement, entassaient les étages, dressaient l'immense cathédrale du monde futur. Puis, c'était l'administration intérieure. Il lut les statuts, parla des congrès, indiqua l'importance croissante de l'œuvre, l'élargissement du programme, qui, parti de la discussion des salaires, s'attaquait maintenant à la liquidation sociale, pour en finir avec le salariat. Plus de nationalité. Les ouvriers du monde entier, réunis dans un besoin commun de justice, balayant la pourriture bourgeoise, fondant enfin la société libre, où celui qui ne travaillerait pas ne récolterait pas. Il mugissait. Son haleine effarait les fleurs de papier peint sous le plafond enfumé, dont les grasements rabattaient les éclats de sa voix. Une houle agita les têtes. Quelques-uns crièrent « C'est ça! Nous en sommes !» Lui continuait. C'était la conquête du monde avant 3 ans, et il énumérait les peuples conquis. De tous côtés pleuvaient les adhésions. Jamais religion naissante n'avait fait tant de fidèles. Puis, quand on serait les maîtres, on dicterait des lois aux patrons. Ils auraient à leur tour le poing sur la gorge. « Oui, oui, ceux qui descendront !» D'un geste, il réclama le silence. Maintenant, il abordait la question des grèves. En principe, il les désapprouvait. Elles étaient un moyen trop lent qui aggravait plutôt les souffrances de l'ouvrier. Mais en attendant mieux, quand elles devenaient inévitables, il fallait s'y résoudre, car elles avaient l'avantage de désorganiser le capital. Et dans ce cas, il montrait l'Internationale comme une providence pour les grévistes. Il citait des exemples. À Paris, lors de la grève des bronziers, les patrons avaient tout accordé d'un coup, pris de terreur à la nouvelle que l'Internationale envoyait des secours.
À Londres, elle avait sauvé les mineurs d'une houillère en rapatriant à ses frais un convoi de Belges appelé par le propriétaire de la mine. Il suffisait d'adhérer. Les compagnies tremblaient, les ouvriers entraient dans la grande armée des travailleurs, décidés à mourir les uns pour les autres, plutôt que de rester les esclaves de la société capitaliste. Des applaudissements l'interrompirent. Il s'essuyait le front avec son mouchoir, tout en refusant une chope que Maheu lui passait. Quand il voulut reprendre, de nouveaux applaudissements lui coupèrent la parole. « Ça y est, » dit-il rapidement à Étienne, « ils en ont assez. Vite, les cartes !» Il avait plongé sous la table. Il reparut avec la petite caisse de bois noir. « Citoyens !» cria-t-il, dominant le vacarme. « Voici les cartes des membres. Que vos délégués s'approchent, je les leur remettrai et ils les distribueront. Plus tard, on réglera tout. » Rasseneur s'élança, protesta encore. De son côté, Étienne s'agitait, ayant à prononcer un discours. Une confusion extrême s'ensuivit. Levaque lançait les poings en avant comme pour se battre. Debout, Maheu parlait, sans qu'on pût distinguer un seul mot. Dans ce redoublement de tumulte, une poussière montait du parquet, la poussière volante des anciens bals, empoisonnant l'air de l'odeur forte des herscheuses et des galibots. Brusquement, la petite porte s'ouvrit. La veuve Désir l'emplit de son ventre et de sa gorge, en disant d'une voix tonnante « Taisez-vous donc, nom de Dieu! V'là les gendarmes !» C'était le commissaire de l'arrondissement qui arrivait, un peu tard, pour dresser procès-verbal et dissoudre la réunion. 4 gendarmes l'accompagnaient. Depuis 5 minutes, la veuve les amusait à la porte, en répondant qu'elle était chez elle, qu'on avait bien le droit de réunir des amis. Mais on l'avait bousculée, et elle accourait prévenir ses enfants. « Faut filer par ici !» reprit-elle. « Il y a un sale gendarme qui garde la cour. Ça ne fait rien, mon petit bûcher ouvre sur les ruelles. Dépêchez-vous donc !» Déjà, le commissaire frappait à coups de poing. Et, comme on n'ouvrait pas, il menaçait d'enfoncer la porte. Un mouchard avait dû parler, car il criait que la réunion était illégale, un grand nombre de mineurs se trouvant là sans lettre d'invitation. Dans la salle, le trouble augmentait. On ne pouvait se sauver ainsi, on n'avait pas même voté, ni pour l'adhésion, ni pour la continuation de la grève. Tous s'entêtaient à parler à la fois. Enfin, le président eut l'idée d'un vote par acclamation. Des bras se levèrent, les délégués déclarèrent en hâte qu'ils adhéraient au nom des camarades absents. Et ce fut ainsi que les 10 000 charbonniers de Montsou devinrent membres de l'Internationale. Cependant, la débandade commençait. Protégeant la retraite, la veuve Désir était allée s'accoter contre la porte, que les crosses des gendarmes ébranlaient dans son dos. Les mineurs enjambaient les bancs, s'échappaient à la file par la cuisine et le bûcher. Rasseneur disparut un des premiers, et Levaque le suivit, oublieux de ses injures, rêvant de se faire offrir une chope pour se remettre. Étienne, après s'être emparé de la petite caisse, attendait avec Pluchart et Maheu, qui tenaient à honneur de sortir les derniers. Comme ils partaient, la serrure sauta, le commissaire se trouva en présence de la veuve, dont la gorge et le ventre faisaient encore barricade. « Ça vous avance à grand-chose de tout casser chez moi ?» dit-elle. « Vous voyez bien qu'il n'y a personne. » Le commissaire, un homme lent que les drames ennuyaient, menaça simplement de la conduire en prison. Et il s'en alla pour verbaliser. Il remmena ses 4 gendarmes sous les ricanements de Zacharie et de Mouquet, qui, pris d'admiration devant la bonne blague des camarades, se fichaient de la force armée. Dehors, dans la ruelle, Étienne, embarrassé de la caisse, galopa, suivi des autres. L'idée brusque de Piron lui vint. Il demanda pourquoi on ne l'avait pas vu.
et Maheu, tout en courant, répondit qu'il était malade. Une maladie complaisante, la peur de se compromettre. On voulait retenir Pluchart, mais sans s'arrêter, il déclara qu'il repartait à l'instant pour Joiselle, où le goujeux attendait des ordres. Alors on lui cria « Bon voyage », on ne ralentit pas la course, les talons en l'air, tous lancés au travers de Montsou. Des mots s'échangeaient, entrecoupés par le halètement des poitrines. Étienne et Maheu riaient de confiance, certains désormais du triomphe. Lorsque l'Internationale aurait envoyé des secours, ce serait la compagnie qui les supplierait de reprendre le travail. Et dans cet élan d'espoir, dans ce galop de gros souliers sonnant sur le pavé des routes, il y avait autre chose encore, quelque chose d'assombri et de farouche, une violence dont le vent allait enfiévrer les corons aux quatre coins du pays.